Nous faisons un retour de Croy avec un certain nombre de collègues, dont le professeur Jean-Michel Molina, le professeur Yazdan Pana et Christine Rougiou, qui ne saurait tarder d'arriver. Donc, la Maison France et l'ANRS en particulier, on a été très bien représentés cette année. C'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi très présents, les collègues américains le reconnaissaient volontiers, tout en s'interrogeant comment nous faisons avec les budgets que nous avons par rapport à ceux qu'ils ont. Alors, sans tarder, d'abord Jean-Michel, sur à la fois hypergay, prévention et peut-être les nouvelles molécules. Hein. Sur la prévention, évidemment, ça a été un temps fort de la conférence. Et la raison était la présentation de beaucoup d'études sur la prévention. Et c'était d'ailleurs l'ouverture du congrès, finalement, avec une plénière sur la prévention par le docteur Mondovitz de Los Angeles, qui a introduit finalement toutes les communications qui ont suivi. Donc il y a une communication d'abord anglaise par ma collègue Sheena McCormack, qui a présenté un essai, j'allais dire, voisin de l'essai hypergay, l'essai Proud, qui est une étude qui, comme l'essai hypergay, s'adresse à des homosexuels à haut risque au Royaume-Uni, et qui a évalué, elle, une étude comparant une PrEP continue, donnée dans un premier groupe de personnes immédiatement, dès le début de l'essai, et dans un second groupe, 1 an plus tard. L'objectif au départ de l'étude était de mesurer les comportements des personnes selon qu'elles reçoivent ou pas une PrEP immédiate continue. Et puis ils se sont rendus compte en cours d'étude qu'il y avait quand même pas mal de contamination dans le bras différé, puisque les personnes ne recevaient la PrEP que 1 an plus tard. Et ils ont à ce moment-là mis en place un comité de surveillance, et ce comité de surveillance a interrompu l'essai, comme vous le savez, à la fin du mois d'octobre 2014, compte tenu des résultats qu'ils ont observés, c'est-à-dire un nombre de contaminations élevé dans le bras différé, avec une incidence qui était de l'ordre de 8%, et une réduction du risque dans le bras continu qui était de 86%. Voilà, avec une étude qui n'était pas tout à fait un essai thérapeutique comme l'essai hypergay, parce qu'il n'y avait pas de biotech, et les tests qui étaient utilisés pour le diagnostic de l'infection étaient des tests rapides. Et on sait que ces tests rapides peuvent manquer les primo-infections. C'est pour ça probablement qu'ils ont eu un certain nombre de résistances dans l'étude, parmi les personnes, parce que si vous donnez une PrEP à quelqu'un qui est au stade de la primo-infection, eh bien vous allez sélectionner les résistances. Et il est possible d'ailleurs qu'un certain nombre des contaminations qui ont été observées en cours d'essai correspondaient en fait à des personnes déjà infectées dès l'entrée dans l'étude, mais ça ils n'ont pas pu véritablement le définir. Ensuite, donc la NRS a présenté les résultats de l'essai NRS hypergay, qui comme vous le savez ont démontré également un fort niveau de réduction du risque de contamination, là aussi 86%, avec pas de résistance observée quand même parmi les contaminations. Et puis surtout un schéma de traitement non pas continu mais à la demande, c'est-à-dire juste avant et juste après les rapports sexuels. Évidemment, c'est une communication qui a beaucoup intéressé la communauté et qui a comment dire, suscité un certain nombre de communiqués de presse, du CDC, de UNAIDS, et qui a évidemment été reprise par la conférence de presse, à l'occasion de laquelle il a été possible de rappeler les circonstances et les conditions dans lesquelles cet essai avait été réalisé et comment l'assise communautaire de l'étude, le partenariat étroit mené avec AID avait été finalement une des clés du succès de cet essai, et comment également la mise en place d'un comité associatif dans le cadre de l'étude avait permis de mener cette étude dans les meilleures conditions possibles, même si extrêmement important dans les essais de PrEP, c'est d'utiliser des tests de diagnostic suffisamment performants qui permettent de détecter si les personnes sont infectées ou pas, et notamment s'ils ne sont pas au stade de primo-infection. Et c'est pour ça que dans l'essai hypergay, à la différence des autres essais de PrEP, on n'a pas utilisé les tests de diagnostic rapide au bout du doigt, qui sont très intéressants pour détecter des personnes déjà infectées depuis déjà plusieurs mois, mais qui ne vont pas vous permettre de détecter une personne au stade de primo-infection. Et donc on a utilisé, nous, dans l'essai, des tests de 4e génération sur du sérum et pas sur du sang total au bout du doigt. Donc je crois que c'est ça qui fait la différence. L'autre élément intéressant, c'est qu'avec un traitement à la demande, vous avez quelques jours pour vous retourner. Et ce qui induit des résistances aussi, c'est bien sûr un traitement continu, on va dire insuffisamment efficace, chez les personnes déjà infectées. Donc si vous n'utilisez pas les bons tests pour diagnostiquer la primo-infection et que vous donnez aux personnes un traitement continu, entre guillemets à faible dose,
là vous allez induire des résistances. Si en revanche vous utilisez des tests performants pour éliminer les primo-infections, les écarter, et d'autre part vous utilisez un traitement à la demande, bien l'un plus l'autre limite beaucoup le risque de résistance. C'est pour ça qu'on n'en a pas vu dans l'essai, avec, il faut bien reconnaître, un nombre de contaminations faible, ce qui fait qu'on ne peut pas encore extrapoler, mais on peut quand même suspecter que c'est l'ensemble de ces deux éléments qui peut conduire à réduire ce risque de résistance. Ce qui montre bien d'ailleurs, et je me permets d'insister là-dessus, de rebondir sur votre question, pour dire que la prévention avec la PrEP, c'est indissociable, et ça surtout le gros avantage de pouvoir lier prévention, dépistage et traitement immédiat des personnes affectées. C'est ce qu'on a fait dans l'hypergay, c'est-à-dire que non seulement on prévient l'infection, mais que la prévention par la PrEP va attirer vers les services de santé, on espère, des personnes à haut risque qui ne sont pas dépistées et qui vont être attirées par ce nouvel outil et qui vont vouloir venir en bénéficier. Et donc pour cela, elles vont devoir se faire tester, parce qu'elles ne vous aient peut-être pas suffisamment ou pas du tout. Et donc on va pouvoir d'une part les identifier et les traiter tout de suite pour celles qui seraient d'accord. Et c'est ce qu'on a vu dans l'hypergay. On n'a pas pu inclure un certain nombre de personnes parce qu'elles ne savaient pas, mais elles s'étaient déjà infectées quand elles sont venues nous voir. Et puis d'autre part, comme on suit des personnes à haut risque en leur faisant des tests dans l'hypergay tous les 2 mois, des tests performants, bien si jamais une personne est contaminée ou est infectée pendant cet intervalle, on va pouvoir lui proposer un traitement immédiat et ainsi avoir un vrai impact, on l'espère, sur l'épidémie, en non seulement prévenant l'infection des personnes à haut risque, mais surtout en associant, si vous voulez, à cette prévention un dépistage plus important, plus fréquent des personnes à haut risque et en même temps un traitement plus rapide de ces personnes, ce qui permettra que ces personnes évitent de transmettre le virus à leurs partenaires. Et donc, vous voyez que la prévention, il faut aller plus loin que la seule prévention des personnes à haut risque, c'est que ça va s'accompagner d'un dépistage plus fréquent et plus important des personnes à risque et d'un traitement plus important de ces personnes aussi. Et c'est finalement la liaison entre les deux qui devrait permettre de pouvoir un petit peu stopper cette épidémie. Une autre étude qui a été réalisée par Jared Batten de Seattle, une étude en Afrique subsaharienne qui était en fait la poursuite d'un essai déjà publié, qui est l'essai Partners PrEP, où on utilisait là encore la PrEP continue, mais dans des couples sérodifferents, où l'un des deux était infecté et l'autre pas. Ils ont à la fois donné un traitement aux partenaires infectés et de la PrEP pendant les 6 premiers mois de ce traitement aux partenaires non infectés, considérant que le fait de faire ce pont de traitement, en attendant que la charge virale du partenaire infecté devienne indétectable, car on sait que lorsque cette charge virale est indétectable, bien, le risque de transmission au partenaire est considérablement réduit, de 96% dans une étude américaine HPTN numéro 52. Et bien là, ils ont retrouvé des résultats équivalents, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à ce qu'ils appellent une quasi-élimination de la transmission au sein de ces couples. Alors, il y a eu ensuite une présentation sur une modélisation faite par Bob Grant, qui est l'investigateur de l'essai IPREX, qui était finalement jusqu'aux essais PROUD et hypergay la seule étude qui avait été menée en PrEP chez les gays, et qui avait d'ailleurs montré, vous savez, une réduction du risque de 42%, ce qui avait été quand même jugé insuffisant, et qui avait conduit d'ailleurs à la réalisation de l'essai hypergay. Et bien, dans une présentation qui avait donc pour but de faire un petit peu de modélisation, l'objectif était de savoir comment ou quel pouvait être l'impact que pouvait avoir une utilisation à large échelle de la PrEP sur une ville comme San Francisco, sur l'incidence du VIH, et donc l'objectif de cette présentation était de montrer à quel point une utilisation large de la PrEP pouvait conduire, avec ce qu'on fait déjà en termes de dépistage et de traitement des personnes infectées, à véritablement avoir un impact fort sur l'épidémie. Les résultats de l'essai FACT 001, qui était un essai important, mené en Afrique du Sud, où avait été publié en 2010, d'ailleurs, lors de la conférence de Vienne, les premiers résultats d'un essai qui, en prévention, pour la première fois, montrait un impact sur l'incidence de l'infection VIH. C'était l'essai Capricin, où les femmes utilisaient un gel de tenofovir avant et après les rapports sexuels. Et on avait montré à l'occasion de cette présentation, à l'époque, dans l'essai Capricin, une réduction de 39% du risque de contamination pour ces femmes à haut risque d'infection par le VIH en Afrique du Sud. Et ça a été à l'époque, à juste titre, considéré comme un travail tout à fait extraordinaire, car pour la première fois, on avait un microbicide, on avait une intervention qui était efficace en prévention. Malheureusement, par la suite, il y a eu les résultats d'essai Voice qui ont été publiés il y a quelques semaines dans le New England Journal of Medicine, qui montraient que la PrEP, en utilisant un gel de tenofovir tous les jours chez des femmes, ou bien la PrEP avec des comprimés tous les jours
chez les femmes ne permettait pas d'avoir d'impact sur l'incidence du VIH, aucune efficacité, ce qui avait quand même jeté un froid il y a 2 ans à la CROI lorsque ces résultats avaient été présentés. Et donc, sur l'utilisation de microbicides, on attendait beaucoup les résultats de cet essai FACS, parce qu'une des critiques de l'essai VOICE, qui avait donc conduit à des résultats négatifs en termes de prévention, était que la prise continue des comprimés ou la prise continue d'un gel avait entraîné une mauvaise observance, et que les mauvais résultats étaient liés essentiellement à une mauvaise observance. Et donc l'essai FACS avait pour but de reproduire l'essai CAPRISA en utilisant le même gel de tenofovir, mais cette fois-ci pas en continu comme dans l'essai VOICE, mais seulement au moment des rapports sexuels, juste avant ou juste après. Et bien malheureusement, les résultats de l'essai ont été très décevants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de réduction d'incidence du VIH avec le gel de tenofovir dans l'essai FACS 001, donc ça a été quand même une grosse déception. Alors il y a eu des sous-analyses où ils ont regardé chez les femmes, parce qu'il semble que même dans ces conditions, il y avait quand même une observance qui était insuffisante. Ils ont regardé donc chez les femmes chez qui ils arrivaient à détecter dans le sang la présence de tenofovir, car même si on utilise un gel vaginal, il y a quand même une petite partie du médicament qui peut passer dans le sang, et ça permet comme ça d'avoir une idée de ce qui est pris. Eh bien, chez les femmes qui avaient du médicament détectable, qui pourrait correspondre peut-être au fait que ces femmes avaient pris correctement le gel, il y avait une petite réduction du risque de contamination, mais qui n'était pas majeure, en tout cas qui est loin de ce qu'on a observé avec les comprimés. Voilà. Sur les gels, manifestement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a d'ailleurs eu une autre étude américaine, qui était quand même aussi, je trouvais, pour nous, Européens, assez incroyable, un essai randomisé du réseau HPTN, qui est le réseau qui fait aux États-Unis des essais de prévention, et pas seulement aux États-Unis, où ils ont évalué dans cette même session l'impact des incitations financières pour pouvoir avoir chez des personnes séropositives une liaison avec la prise en charge et le fait d'obtenir une charge virale indétectable. Mais c'était donc des patients qui étaient dépistés, infectés par le VIH, et bien on leur donnait des tickets qui leur permettaient d'avoir un remboursement, des dollars, pour pouvoir venir se faire suivre dans la clinique, parce que c'est pas toujours au même endroit aux États-Unis que se fait le dépistage et la prise en charge thérapeutique, pour pouvoir aller se faire suivre et donc recevoir un traitement. Et puis ils avaient un autre ticket avec des dollars également s'ils avaient une charge virale indétectable. Donc c'était, est-ce que les incitations financières peuvent permettre de favoriser, on appelle ça en anglais le linkage to care, et puis comment avoir une charge virale indétectable. Donc pour nous, charge virale indétectable, c'est bien prendre son traitement, l'adhésion au traitement, le fait d'avoir un traitement efficace et puissant. Et bien là-bas, ils voulaient voir si les dollars, si on ne pouvait pas acheter tout ça. Ce qui m'a rassuré, c'est que finalement le résultat principal de l'étude, c'est que non, ça ne marche pas. Heureusement, je dirais, parce que là on n'en sortirait plus. Il fallait payer les gens pour qu'ils se fassent soigner et qu'ils prennent des médicaments. Mais alors ils ont, sur des sous-analyses quand même, vu que dans certaines circonstances, ça pouvait apporter un petit bénéfice. Enfin, globalement, le résultat était quand même négatif. On ne s'étonne pas trop, finalement, de certains mauvais résultats qui sont liés à une mauvaise observance dans ces essais, et qui tient au fait que, voilà, il n'y a peut-être pas cette mobilisation communautaire, cette mobilisation de la communauté aussi, et pas seulement des groupes associatifs, qui font que les gens qui participent le font avec véritablement la volonté d'améliorer la prévention et de faire progresser la prévention. Et je crois qu'on verra ça dans les analyses des comportements, des questionnaires d'hypergay, quelles avaient été les motivations des participants pour ces études. Et je crois qu'évidemment, si les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont dans une étude, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des résultats qui soient parfois moins bons qu'attendus. Je poursuis sur les traitements. Il y a eu un certain nombre d'informations sur les nouvelles molécules antirétrovirales. Donc au nord, il y a eu une première communication sur les résultats d'essais de phase 3 avec un dérivé du tenofovir, qui est en fait une prodrogue, qui est le tenofovir alafénamide, qui s'appelle le TAF, et ont été présentés donc les résultats de 2 essais de phase 3 qui ont été poolés, et qui ont montré que, en termes d'efficacité antirétrovirale, le tenofovir alafénamide, le TAF, avait une efficacité équivalente au tenofovir lui-même. Alors vous me direz quel est l'intérêt d'une molécule qui a la même efficacité. L'intérêt, c'est que, alors qu'on donne 300 mg de tenofovir, eh bien on ne donne plus que 25 mg de tenofovir alafénamide. Donc on en donne voilà, 90% moins. Et donc on a du coup une molécule qui en fait a des propriétés pharmacocinétiques un petit peu différentes et qui se concentre surtout dans les cellules où se déroule la réplication du virus. Et donc en donnant beaucoup moins,
on a la même efficacité. Et évidemment, comme il y en a beaucoup moins qui circulent dans le plasma, eh bien, on a une bien meilleure tolérance, à la fois sur le plan rénal et sur le plan osseux. Alors, c'est pas exactement ce qui a été montré dans l'étude, mais enfin, en tout cas, on a des indications qui laissent penser qu'effectivement, avec cette molécule, on va avoir moins d'impact osseux du tenofovir et moins d'impact rénal, et donc on améliore, là, non pas l'efficacité de la trithérapie, mais sa tolérance sur le long terme, ce qui peut être évidemment intéressant. C'est les schémas thérapeutiques que nous avons aujourd'hui qui deviennent de plus en plus efficaces et surtout de mieux en mieux tolérés. Donc là, on améliore le versant tolérance de cette combinaison thérapeutique. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant sur le plan conceptuel, c'est que bien qu'on ait aujourd'hui des résultats en termes d'efficacité des traitements, même si ces traitements ne permettent pas l'éradication de l'infection, mais en tout cas permettent de la stabiliser et en fait, de réduire considérablement la transmission aux partenaires, ce qui est déjà un point majeur, eh bien, je crois qu'il faut saluer le fait qu'un laboratoire comme Bristol Myers Squibb s'est engagé dans la poursuite de la recherche sur des antirétroviraux de classes différentes. Et évidemment, ce qui est intéressant quand on a des classes différentes, c'est qu'il n'y a pas de réaction croisée sur le plan de la résistance entre ces nouvelles classes et les classes les plus anciennes. Donc, ont été présentées à la conférence des données sur 2 nouvelles classes d'antirétroviraux. Tout d'abord, à cette session orale, un nouvel inhibiteur de la maturation du VIH, qui est une étape quasi terminale du cycle de réplication cellulaire du virus. Donc, inhiber la maturation du virus. Et on a vu que dans des essais de phase 2, on avait avec ces molécules une très bonne activité antivirale. Et donc les essais de phase 3 vont commencer avec cet inhibiteur de maturation. Et il y a un autre inhibiteur également, qui est un inhibiteur de l'attachement, qui est évalué également, qui était présenté en poster des données de phase 2. Il va y avoir des essais de phase 3 qui vont commencer avec également cet inhibiteur d'attachement. Donc c'est quand même assez extraordinaire qu'on ait là un laboratoire qui s'engage au stade où nous en sommes de traitement de l'infection vers le développement de 2 nouvelles classes d'antirétroviraux qui vont peut-être pas bouleverser les schémas thérapeutiques que nous avons aujourd'hui, mais en tout cas permettre à un petit nombre de personnes que l'on a dans nos services qui sont malheureusement devenus résistants aux classes existantes et chez qui on a vraiment besoin de nouveaux antiviraux parce que ces personnes-là, même si elles sont de moins en moins nombreuses, il en reste quand même un certain nombre qui ont des virus devenus résistants à toutes les classes et qui se retrouvent dans la situation qu'on a connue il y a une quinzaine d'années avec l'apparition de maladies opportunistes et une situation assez dramatique. Donc c'est important de pouvoir avoir pour ces personnes de nouvelles classes d'antiviraux. Et également dans le domaine du VIH, aussi bien d'ailleurs dans le domaine de la prévention que dans le domaine du traitement, le développement de médicaments de longue durée d'action par voie injectable, hein, ça avait déjà été présenté dans la conférence précédente, mais on revient un petit peu là-dessus, qui sont 2 molécules qui pourraient effectivement, dans le futur, être une alternative pour certaines personnes à la prise de comprimés, qui serait, plutôt que d'avoir à prendre des comprimés, le fait d'utiliser des antirétroviraux de longue durée d'action. Alors, il y a 2 molécules essentiellement qui sont actuellement en développement dans ce domaine. Il y a le cabotegravir, qui est une anti-intégrase de Vive, qui est une sorte de dérivé du dolutegravir, qui peut être utilisé soit en prévention, soit en traitement. Et si elle est utilisée en traitement, elle n'est pas utilisée en monothérapie, mais en bithérapie, avec la rilpivirine, qui est aussi un traitement qu'on connaît bien en comprimé, et qui peut être utilisé également combiné au dolutegravir, injectable, donc, mais ça oblige quand même à des injections intramusculaires tous les 3 mois. Sur le plan thérapeutique, ce que je peux peut-être dire ensuite, c'est ce qui a été rapporté dans le domaine de la co-infection, parce que c'est un domaine dans lequel on est bien sûr très impliqué à la NRS. Dans le domaine de la co-infection, ont été rapportés, bien d'abord un essai de la NRS, hein, l'essai Quadri, qui est un essai qui visait les personnes les plus difficiles à traiter, c'est-à-dire les personnes qui étaient nulles répondeuses à un traitement antérieur par plaque interféron ribavirine, et qui en plus avaient pour une bonne partie d'entre elles une cirrhose. Eh bien, ce qui a été montré avec un traitement certes un peu contraignant par rapport au traitement actuel, c'est-à-dire une quadrithérapie avec plaque interféron ribavirine et puis 2 nouvelles molécules de BMS, une qui vient d'être commercialisée, le daclatasvir, et l'autre qui ne l'est pas encore, l'azunaprévir, eh bien un taux de succès assez remarquable de 96%. Je veux dire que maintenant on a l'habitude d'avoir dans le domaine de l'hépatite C des niveaux de guérison de cet ordre-là, de 96%. Ont été d'ailleurs présentés au cours de la même conférence, même session, plusieurs autres résultats d'études qui retrouvent ce haut niveau de guérison,
soit avec les molécules combinées d'Abbott, avec 3 molécules combinées, avec voilà, soit des molécules comme le siméprévir et le sofosbuvir, combinant la molécule de Janssen et la molécule de Gilead, soit même avec le sofosbuvir et le daclatasvir, donc molécule de BMS, molécule de Gilead, ou enfin, et c'était la première fois qu'on voyait ces résultats, avec les 2 molécules de Gilead, le dipasvir et le sofosbuvir, qui elles ont l'avantage, comme elles viennent de la même compagnie, ces 2 molécules, d'être coformulées dans le même comprimé, donc vous n'avez plus qu'un comprimé par jour, que vous prenez pendant 12 semaines, et qui permet de guérir quasiment la totalité des personnes affectées par le VIH et l'hépatite C. Donc c'est vrai que dans ce domaine de la co-infection, on a maintenant un grand nombre de schémas thérapeutiques qui permettent d'avoir pratiquement le même niveau de guérison, très élevé, avec des schémas quand même assez simples, assez bien tolérés, et que, évidemment, comme vous le savez, le problème est de savoir quels sont les schémas les moins coûteux, compte tenu du fait que ces molécules aujourd'hui atteignent des coûts extrêmement élevés. Si sur le plan thérapeutique, on avait maintenant des schémas extrêmement efficaces, il reste à faire un gros effort, comme on l'a connu dans le VIH, avec le dépistage des personnes qui sont affectées et qui ne le savent pas, et puis la liaison avec le soin, c'est-à-dire comment faire en sorte ensuite que ces personnes dépistées puissent être prises en charge, qu'on puisse évaluer leur niveau de fibrose hépatique, et puis qu'on puisse décider ou pas de l'indication thérapeutique. Je terminerai peut-être juste par une autre étude de l'ANRS sur les essais thérapeutiques, et je crois que en tant que responsable à l'ANRS des essais thérapeutiques sur le VIH et la co-infection, j'étais quand même très heureux de voir qu'on a eu au moins 4 présentations en oral de nos essais. Et donc la dernière présentation est un essai qui vise à évaluer une stratégie d'arrêt du tabagisme avec la varenicline et le Champix. Donc un essai qui n'a pas été facile là non plus à mener. Mais on sait que le tabagisme chez les personnes affectées par le VIH, d'abord, est très fréquent, et puis en même temps qui conduit à un certain nombre de complications graves, qui sont aujourd'hui au premier plan, on va dire, des causes de mortalité des personnes affectées par le VIH, c'est-à-dire les cancers et les maladies cardiovasculaires, un petit peu comme dans la population générale d'ailleurs. Eh bien, on voulait voir si la varenicline, qui avait été d'ailleurs associée à un certain nombre aussi de risques psychiatriques ou de risques cardiovasculaires, pouvait être utilisable chez les patients co-infectés par le VIH et pouvait conduire à augmenter les taux de sevrage tabagique. Eh bien, c'est ce qui a été observé, puisqu'il y a eu 2 fois plus, un peu plus de 2 fois plus d'arrêt du tabagisme dans le groupe qui recevait de la varenicline que dans le groupe placebo, puisque c'était un essai, là encore, mené en double aveugle contre placebo, donc dans les meilleurs standards possibles d'essais thérapeutiques. Et il y avait, avec un suivi jusqu'à 1 an, bien 17%, presque 18% des personnes dans le bras varenicline qui avaient donc réussi un sevrage tabagique, et seulement 7% dans le bras placebo. Donc ce qui est un résultat qui est quand même assez remarquable, et qui a nécessité là aussi une mobilisation très forte dans les équipes pour bien s'intéresser au sevrage tabagique, entourer et accompagner les personnes dans cet essai de sevrage, ce qui n'est pas simple. Le mérite de cette étude, au-delà de la démonstration de l'efficacité de la varenicline dans cette population, ça a été de sensibiliser toutes les équipes en France à l'importance du sevrage tabagique chez les personnes affectées par le VIH, compte tenu des bienfaits de l'arrêt du tabac. On a parlé des cancers, on a parlé des maladies cardiovasculaires, il y a bien entendu également les pathologies pulmonaires chroniques, les bronchopathies pulmonaires chroniques, dont on sait avec l'emphysème qu'elles semblent plus fréquentes également chez les personnes affectées par le VIH. Donc il y a un intérêt majeur également à s'intéresser au sevrage tabagique chez les personnes affectées par le VIH. On a été quand même un petit peu leader sur un sujet sur lequel on est leader dans le monde, c'est Visconti. C'est nos patients qui contrôlent le virus après un traitement initié en primo-infection. Et on avait une présentation orale concernant les cellules NK, les natural killers. Et effectivement, on a eu la surprise de voir que, avec notre petite étude de natural killer, on était un peu les seuls sur ce sujet. Et les Américains sont venus vraiment nous féliciter parce qu'effectivement, ça n'a pas été de la très haute technologie, mais c'était extrêmement fin. On a beaucoup de résultats et pour faire simple et en résumé, nos patients Visconti ont des fonctions natural killer tout à fait correctes, puissantes, capables de produire de l'interféron, capables d'induire de la dégranulation, capables vraiment des cellules fonctionnelles
mais à un niveau d'activation extrêmement bas, beaucoup plus bas que chez les patients avirémiques. Donc encore une fois, une nouvelle particularité de ces patients Visconti qui ont des capacités immunitaires de l'immunité innée bien préservées, bien fonctionnelles, pas en activation. Et donc ça c'était assez intéressant parce que, comme l'a dit Jean-François Delfraissy, avec des moyens moindres, des niches et des questions bien ciblées, finalement, on apporte encore des pièces au puzzle de la physiopathologie qui est relativement complexe, mais bien sûr, il va falloir passer le pas et appliquer toutes ces nouvelles technologies aux cellules NK. Plusieurs focus. La première, c'est des questions aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, qui est posée, c'est quand commencer le traitement contre le virus de VIH. Dans les pays du Nord, notamment en France, aux États-Unis, maintenant il y a des recommandations pour traiter tout le monde sur des arguments qui sont d'une part des arguments qui viennent des études de cohorte, notamment pour dire qu'il y a un vrai bénéfice individuel pour traiter tôt, et également sur des critères qui sont les critères de transmission, ça veut dire traiter un patient permet d'éviter la transmission. Dans les pays du Sud, l'OMS pour l'instant ne donne pas des recommandations sur traiter tout le monde. L'ANRS en Côte d'Ivoire a mis en place une étude en 2008 en fait, pour évaluer un traitement précoce versus un traitement retardé. Donc traiter tous les gens qui arrivent, qui ont des CD4 entre 500 et 800, versus attendre chez ces personnes-là que les nombres de CD4 descendent avant de traiter ces patients. Et donc là, il y a eu 2000 personnes qui ont été incluses, plus de 2000 personnes. Et il faut aussi souligner tous les efforts, parce que c'était pendant des périodes aussi difficiles en Côte d'Ivoire. Il faut souligner là, les efforts qui ont été faits par les équipes en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, des Français. Cette étude montre qu'un traitement précoce diminue de 44% le risque de survenue des événements SIDA sévères et la mortalité. Donc c'est une étude très importante parce que c'est la première étude qui montre, aussi bien dans les pays du Nord que du Sud, un premier essai clinique randomisé qui montre qu'un traitement précoce immédiat a un bénéfice individuel. Et donc probablement c'est une étude sur laquelle l'OMS va se reposer pour éventuellement élargir les recommandations de traiter tout le monde. Cette étude par ailleurs évalue aussi une prophylaxie de tuberculose par l'isoniazide et montre de la même façon qu'une prophylaxie de la tuberculose, prophylaxie primaire de la tuberculose par l'isoniazide permet aussi de diminuer le nombre d'événements indésirables et le décès, et là c'est plutôt survenue de tuberculose et la mortalité. Vous avez d'ailleurs transmis les résultats de Timprano à l'OMS fin janvier. C'est un essai assez fondateur sur une modification des recommandations de l'OMS. C'est pas, on vous présente ça très simplement, mais c'est pas tous les jours qu'on sort des essais qui changent la donne au niveau des recommandations internationales. Merci beaucoup.